Pordiosité.net. Margot Tour était le seul être humain qui vécut dans la gentille et proprette maisonnette qu'on avait construite non loin du château pour les poules et les canards. Cette maisonnette se trouvait sur l'emplacement de l'ancien donjon féodal qu'un pont-levis reliait autrefois à la grosse tour à machicoulis, également disparue. Tout près de la basse cour s'élevait un fourré épais d'arbres et de broussailles. Dans les temps anciens, il y avait là un beau jardin qui s'étendait jusqu'au grand lac, qui, à son tour, était devenu un marais. Des corneilles, des choucas voletaient par centaines dans les vieux arbres. C'était un vrai fourmillement d'oiseaux, et quand un chasseur tirait sur eux, ils ne se sauvaient pas. Il en sortait de partout une telle quantité que le ciel en devenait tout noir. Et c'étaient des cris, des croassements qui s'entendaient jusqu'à la basse-cour où Margoton était assise. Petit poulet, petit canard courait, sautillait sur ses sabots. Elle connaissait l'histoire de chaque poule, de chaque canard, depuis le moment où ils étaient sortis de l'œuf. Elle était fière de son troupeau et de la belle habitation bâtie pour eux. Il y avait une chambrette bien rangée, bien propre, comme le voulait sa maîtresse, la dame du château, qui venait souvent montrer à ses hôtes, gens élégants et personnages de distinction, ce qu'elle appelait la baraque de ses poules. Dans la chambrette était une armoire, un fauteuil, oui, même une commode sur laquelle était placée comme ornement une plaque de cuivre poli où se lisait le mot « Grobe ». C'était le nom de l'antique et noble famille qui avait autrefois possédé le donjon et tout le domaine. La plaque avait été trouvée dans la terre lorsqu'on avait construit la maisonnette. Le sacristain avait déclaré qu'elle n'avait d'autre valeur que d'être un souvenir des anciens temps. Ce sacristain, il connaissait bien l'histoire du donjon et de tous les environs depuis l'époque de la plus reculée. Son savoir, il l'avait puisé dans les livres. Il en avait fait bien des extraits qu'il empilait dans ses tiroirs. Mais il y avait dans le bois une toute vieille corneille qui en savait plus long que lui. Souvent, elle leur racontait de curieuses histoires, mais dans sa langue, la langue des corneilles. Le sacristain ne la comprenait pas, quelque instruit qu'il fût. Dans les chaudes journées d'été, les vapeurs qui s'élevaient du marais formaient derrière les vieux arbres une nappe qu'on pouvait prendre pour un lac. Cela se voyait déjà du temps où vivait le chevalier Grobe et où existait encore le vieux château seigneurial avec ses épaisses murailles rouges. Après le pont-levis, on passait sous une première tour qui menait à un long corridor d'allées au bout duquel étaient les appartements des maîtres. Les fenêtres y étaient étroites, les carreaux tout petits, même dans la grande salle où l'on dansait jadis. À l'époque du dernier des Grobes, de mémoire d'homme, il n'y avait eu de bal dans cette salle. On y voyait cependant encore un vieux tambourin et une cornemuse, qui avaient autrefois été des instruments de l'orchestre. Il s'y trouvait aussi un grand bahut sculpté avec art, où l'on conservait des oignons de fleurs rares. Dame Grobe aimait les plantes. Elle cultivait toutes sortes d'herbes et d'arbustes. Le chevalier, son seigneur, préférait courir la campagne à cheval, à la poursuite des loups et des sangliers. Quand il partait en chasse, Marie, sa petite fille, l'accompagnait toujours un bout de chemin. À l'âge de 5 ans, elle se tenait droite et fière sur un cheval et regardait alors avec hardiesse autour d'elle avec ses grands yeux noirs. Son plaisir était de faire claquer un fouet sur les chiens de chasse.
Son père aurait préféré qu'elle le frappât sur les petits paysans qui accouraient pour voir passer leur seigneur. Non loin du château vivait dans une cabane un paysan qui avait un fils du nom de Soren, du même âge que la petite demoiselle. Le gamin savait bien grimper aux arbres, et la fille du chevalier l'y faisait toujours monter pour lui prendre les nids d'oiseaux. Les pauvres bêtes, les parents de la nichée, criaient de toute leur force. Une fois, un grand corbeau donna au petit garçon un fameux coup de bec sur l'œil. Le sang coulait, et on crut que l'enfant deviendrait borgne, mais il guérit enfin. Marie, c'était le nom de la fillette, l'appelait Montsoren. C'était une grande faveur, et elle profitait au pauvre Jon, le père du garçon. Un jour qu'il avait commis un petit délit, il fut condamné à monter sur le cheval de bois. Cette bête était au milieu de la cour et consistait en 4 piquets qui figuraient les jambes et une planchette étroite représentant le dos. C'était là la bête que Jon devait enfourcher, et on lui attacha des pierres aux pieds pour qu'il ne pût bouger de place et ne fût pas trop à son aise. Il faisait une affreuse grimace. Soren pleurait et suppliait la petite Marie d'intercéder pour lui. Elle commanda qu'on fît à l'instant descendre du cheval de bois le père de son Soren. On n'obéit pas tout de suite. Elle frappa des pieds, et elle alla tirer par l'habit son père, le chevalier, arrachant l'une après l'autre les 2 basques. Elle ne voulait bien ce qu'elle voulait. Elle l'emporta, et Jon fut remis à terre. Dame Grobe, qui était survenue, caressa les cheveux de sa petite fille et la regarda avec tendresse. L'enfant ne comprenait pas pourquoi. Marie aimait bien mieux jouer avec les chiens de chasse que de rester avec sa mère, qui allait souvent dans le beau jardin, au bout duquel était le lac, tout couvert d'iris et de nénuphars, qui se balançait au milieu des joncs. Elle se plaisait au milieu de cette riche végétation. Elle s'asseyait souvent sous un arbre rare, une espèce de nègre parmi ceux de son espèce, un être noir. On l'avait placé seul, à part, pour qu'il eût beaucoup de soleil. Dans l'ombre, les feuilles seraient redevenues vertes. Elle se promenait aussi sous une allée de hauts marronniers. Là, comme dans tous les arbres et arbustes d'alentour, il y avait quantité de nids. On aurait dit que les oiseaux savaient que, en cet endroit, on ne venait jamais tirer des coups de fusil. La dame l'avait défendu. Mais Marie vint les trouver avec Soren, et par ordre de la petite, le gamin grimpait et apportait des œufs et des petits couverts seulement de duvet. Les parents et les autres oiseaux grands et petits voletaient, poussant des cris d'angoisse et de colère. Les corneilles, les choucas et gosiers faisaient un tintamarre épouvantable. Les vanneaux des champs l'entendaient et venaient faire leur partie dans le concert. « Que faites-vous donc, mon enfant ?» dit la douce dame que le bruit avait attirée. « Mais c'est péché contre le bon Dieu. » Soren restait là, tout penaud. La petite demoiselle le regarda d'abord à terre, mais elle releva bientôt la tête et dit d'un ton bref et rude, « Mon père l'a permis. »« Partons d'ici !» crièrent les grands oiseaux noirs, et toute la bande s'envola. Mais le lendemain, ils étaient de retour, tant ils aimaient ce bel endroit où ils habitaient de père en fils. La gentille et douce dame ne resta plus longtemps au château. Le bon Dieu l'appela auprès de lui. Là était plutôt sa patrie que dans le château seigneurial. Lorsqu'au son retentissant des cloches, son corps fut porté à l'église, les yeux de tous les pauvres se mouillèrent de larmes. Elle avait été si bonne pour eux. Elle partit, personne ne s'occupa plus des parterres et des plantations. Le jardin se remplit de ronces et de mauvaises herbes. Le sire Grobe était un homme dur, disait-on, mais sa fille, cependant si jeune, savait le dompter
Il riait et faisait ce qu'elle voulait. Elle avait maintenant 12 ans. Elle était grande et forte. Quand elle fixait les gens de ses yeux noirs, son regard les perçait de part en part. Elle montait à cheval comme un homme. Elle lui tirait le fusil comme le plus adroit chasseur. Un jour survinrent de nobles visiteurs, les plus distingués qu'il pouvait y avoir. Le jeune roi et son demi-frère et favori, le sire Ulrich Frédéric Gildenlöwe. Ils venaient chasser le sanglier et passer quelques jours au château du sire Grobe. Gildenlöwe se trouva assis à table à côté de Marie. Il voulait l'embrasser comme s'ils avaient été parents. Elle lui donna un fier soufflet, lui disant qu'elle ne pouvait pas le souffrir. Tout le monde se mit à rire. Le roi s'écria que c'était bien amusant. Ce qu'il y eut de plus amusant, ce fut que, 5 ans plus tard, Marie ayant 17 ans, un messager arriva au château, apportant une lettre où le sire de Gildenlöwe demandait la main de la noble demoiselle. Il est de tout le royaume le seigneur de la plus haute naissance et le plus galant cavalier, dit le sire Grobe. Ce n'est pas à dédaigner. Je ne me soucie guère de lui, dit Marie, mais épouser le personnage le plus noble du pays, le premier après le roi, cela lui allait tout de même. On remplit un navire de robes de linge d'argenterie. Le bâtiment partit pour Copenhague, portant ce trousseau superbe. La jeune fille arriva par terre en 10 jours. Le navire eut le vent contraire. Ensuite, il n'y plus de vent du tout. Il mit 4 mois pour parvenir à Copenhague. La jeune dame Gildenlöwe n'y était déjà plus. J'aimerais mieux coucher dans la toile la plus grossière que dans ces lits tout garnis de soie, avait-elle dit. Plutôt marcher nu pied que d'aller avec lui en voiture. Un soir de novembre, très tard, 2 femmes arrivèrent à cheval à Aarhus. C'était la haute et puissante dame Gildenlöwe, Marie Grobe, et sa suivante. Elles venaient de Weil, où elles étaient arrivées de Copenhague par la mer. Elles descendirent à la belle maison en pierre de taille que le sire Grobe avait à Aarhus. Le sire y était. Il ne trouva pas la visite agréable. Il gronda durement sa fille, mais cependant, il lui fit donner une chambre pour coucher, et le matin, la soupe à la bière. Mais les mauvais instincts du père étaient excités contre elle. Elle n'y était pas habituée. Elle n'était pas d'un caractère doux, et du reste, on répond généralement du ton dont on vous parle. Elle n'aurait piqué donc et parla avec haine et amertume de son seigneur et époux, auprès de qui elle protestait ne vouloir retourner jamais. Une année se passa, une année peu agréable. Le père et la fille échangèrent de mauvaises paroles, ce qui ne doit pas être. Mauvaises paroles produisent de mauvais fruits. Comment cela finirait-il? Nous ne pouvons plus vivre sous le même toit, dit un jour le père. Va de nouveau dans notre vieux château, mais coupe-toi la langue avec les dents plutôt que de répandre des calomnies sur le sire ton époux. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Elle alla avec sa suivante s'établir dans l'ancien donjon où elle était née. Sa mère, en douce et pieuse femme, était enterrée là, dans le caveau de l'église. Dans tout le château, il n'y avait comme garnison qu'un vieux berger. Dans les salles, les toiles d'araignée pendaient des plafonds noirs de poussière. Dans le jardin, tout poussait à l'aventure. L'houblon, les liserons s'entrelaçaient aux arbres et aux arbustes. Les orties et la cidue étouffaient les autres plantes. Le hêtre noir était sous l'ombre des arbres qui avaient poussé autour de lui. Ses feuilles étaient devenues vertes. Toute sa distinction avait disparu. Corneille, chouca, corbeau voltigeaient par troupes sans nombre au-dessus des hauts marronniers. C'était décrit comme s'ils avaient quelque chose de nouveau à se dire, comme par exemple, la voici de nouveau ici, la petite, qui faisait enlever nos œufs, nos petits. Le voleur, lui, il grimpe aujourd'hui sur un arbre sans feuillage, sur un grand mât.
À la moindre faute, il reçoit des coups de corde. Cela ne lui a pas porté bonheur de nous prendre nos petits. Tout cela, le sacristain nous le racontait. Il avait ramassé ces détails dans les livres et les mémoires. Il avait pris des notes qui, avec beaucoup d'autres choses écrites, étaient renfermées dans ces tiroirs. On monte, on descend, disait-il. C'est le cours du monde. Il arrive des choses bien singulières. Écoutons ce qu'il contait encore de Marie Grobet. Mais n'oublions pas pour cela la Marboton au pôle. Elle est toujours assise au milieu de sa belle basse-cour, dans les mêmes lieux où Marie venait s'asseoir de son temps, mais avec d'autres idées. L'hiver se passa, le printemps et l'été se passèrent, puis revint l'automne avec ses vents, ses brouillards humides et froids. On menait une vie monotone et solitaire dans le vieux château. Marie Grobet prit son fusil et alla sur la bruyère. Elle tira des lièvres, des renards, tous les oiseaux qu'elle put attendre. Elle rencontra plus d'une fois le sire Paladire de Neurebec. Lui aussi allait à l'aventure avec son fusil et ses chiens. Il était grand et fort. Ils s'en vantaient quand ils causaient ensemble. Et il disait qu'il aurait pu se mesurer avec ce colosse dont on parlait encore autant, le sire Brokenhurst et Guskov en Fionney. À l'exemple de cet Hercule, Paladire avait fait tendre devant la première poterne une chaîne en fer, où était attaché un corps de chasse. Quand il rentrait, il saisissait la chaîne et s'y suspendait, se soulevant lui et son cheval à la force des poignets, et il soufflait dans le corps pour annoncer son arrivée. « Venez voir par vous-même ce tour de force, dame Marie, dit-il. L'air est frais et sain à Neurebec. » Les chroniques ne nous donnent pas la date où Marie est venue s'établir dans le château de Paladire, mais sur les candélabres de l'église de Neurebec, on peut lire l'inscription qui dit qu'ils ont été offerts par Paladire et Marie Grobet du château de Neurebec. Il était donc grand et fort, Paladire. Il buvait comme une éponge. Il était comme ce fameux tonneau qu'on ne pouvait jamais remplir. Il ronflait comme tout un troupeau de porcs. Il avait le teint cramoisi, le visage bouffi. « Il est sournois et traître, » dit Marie qui le vit saisir en cachette un couteau un jour qu'elle lui reprochait d'être un ivrogne. Elle est bientôt assez de cette existence. Un jour, la table était mise, les mets devinrent tout froids. Le sire Paladire était à la chasse au renard. Dame Marie, on ne savait ce qu'elle était devenue. Paladire revint vers minuit. Marie ne fut de retour ni le soir, ni aucun des jours suivants. Elle était partie pour toujours, sans dire adieu. Elle s'en alla à travers le monde. Elle parcourut tout le Saint-Empire romain. Elle vivait de l'argent qu'elle avait tiré de ses bijoux. Elle voyageait de droite et de gauche au gré de son caprice. La paix régnait moins que jamais dans son âme. L'ennui la rongeait et elle devint malade. Mais sa bourse s'épuisait et il fallut rentrer en Danemark. Elle parvint, à force de courage, jusque tout près de sa contrée natale. Mais un jour, non loin du bord de la mer, n'en pouvant plus, il lui fallut s'asseoir sur le sable des dunes. À une petite distance se trouvait un village de pêcheurs. Elle n'avait plus la force de se traîner jusque-là. Sa vue s'obscurcit, et bientôt les bandes de mouettes blanches qui voltigeaient devant elle lui parurent aussi noires que les corneilles du château de son père. Ses yeux se fermèrent de lassitude et de malaise. Lorsqu'elle les rouvrit, un robuste matelot l'emportait dans ses bras. Elle regarda attentivement sa figure toute barbue. Il avait une grande cicatrice au-dessus d'un œil. Il la déposa sur son navire. Le patron jura après lui, mais sans rien dire, le matelot soigna le malade.
Le lendemain, on leva l'ancre. Marie n'était pas revenue à terre. Que devint-elle? Ici, nous n'avons plus besoin d'interroger le sacristain. Le reste de l'histoire se trouve dans les lettres de notre fameux Holberg, qui a écrit ces belles comédies qui nous font connaître si bien sa nation et son temps. Il raconte dans ses lettres comment il rencontra Marie Grobe. C'était en 1711, bien des années après le moment où elle était partie faible et malade sur le navire. La peste désolait Copenhague. Le roi quitta sa capitale, la reine alla chez ses parents en Allemagne. Tous ceux qui le pouvaient s'enfuyaient, même les pauvres étudiants qui étaient logés et nourris pour rien dans le collège dont ils étaient boursiers. Parmi ceux-ci, quelques-uns cependant tenaient bon. Enfin, ils décampèrent aussi, tant l'épidémie faisait de ravages. L'un d'eux s'en alla à 2 heures de la nuit, le sac sur le dos. Il y avait mis plusieurs rames de papier griffonnées de toutes sortes de choses, mais des faits, il en avait peu. Il faisait un vilain brouillard, personne dans les rues. Une foule de portes était marquée d'une croix à la craie pour indiquer que la peste était dans la maison ou que tout le monde y était mort. Une énorme charrette vint à passer, traînée au galop par 4 chevaux. Elle était remplie de cadavres. Le jeune étudiant se hâta de respirer un seul bien fort qu'il avait sur lui comme tout le monde dans un flacon. Tout à coup, il entendit des chants, de gros rires, qui sortaient d'un cabaret. C'étaient des malheureux qui passaient la nuit à boire pour s'étourdir et désiraient être ivres quand la mort viendrait les prendre. Oh, que c'était lugubre! L'étudiant gagna le canal. Une barque était sur le point de mettre à la voile. Il y entra. Si Dieu nous prête vie et s'il nous envoie un bon vent, dans 3 jours nous arriverons à Grönsund, dans l'île de Falster. Mais quel est votre nom? Louis Holberg, répondit le jeune homme. Aujourd'hui, ce nom résonne dans le Danemark, et il est bien connu dans tout le monde lettré. Mais alors il ne fit pas le moindre effet. La barque partit. Vers le matin, elle était en pleine mer. Une légère brise enflait les voiles. Le 3e jour, on jeta l'ancre devant l'île de Falster. « Ne connaissez-vous personne ?» demanda l'étudiant au patron. « Chez qui je pourrais me loger à bon marché? Je crois que vous serez bien chez la femme du passeur d'eau, au Borgerhus. Si vous voulez lui plaire, appelez-la simplement Mère Søren. Quand on la traite trop poliment comme une dame, elle devient furieuse, et elle a de fameux points. C'est elle qui passe l'eau maintenant. Son mari est en prison. » L'étudiant boucla son sac et alla au lieu indiqué. La porte était ouverte. Il entra dans une chambre carrelée. Le principal meuble était un large banc recouvert d'une peau velue. Il devait servir de couchette la nuit, mais en ce moment, il s'y trouvait une poule blanche avec ses petits qui venaient de renverser leur peau à eau. Personne dans la chambre. Dans celle à côté était un berceau avec un enfant. On entendit le bruit des rames. La barque du passeur approchait. La personne qui la conduisait était enveloppée d'un grand manteau et avait sur la tête un bonnet de fourrure. On ne distinguait pas si c'était un homme ou une femme. Elle attacha la barque et entra dans la maison. C'était une femme d'une haute stature. Sa démarche était fière l'expression de ses yeux. Ses grands sourcils noirs étaient presque toujours froncés. C'était la mère Søren. Les Corneilles l'auraient appelée d'un autre nom que nous connaissons mieux. Elle paraissait sombre. Elle ne devait pas beaucoup aimer à babiller. En quelques brèves paroles, elle convint avec l'étudiant qu'il demeurerait en pension dans la maison jusqu'à ce qu'il pût retourner à Copenhague. Assez souvent de la petite ville voisine, de braves bourgeois venaient faire un tour de promenade du côté du Borgerhus. Ils se reposaient à la maison du passeur et buvaient une cruche de bière. Ils aimaient à y rencontrer l'étudiant
à l'écouter parler science et histoire. Un jour qu'il paraissait surpris de l'étendue de ses connaissances, la mère Sœur dit « Moi j'en en sais, moi cela tracasse la tête. » Vous menez une vie bien dure, me dit Holberg un jour qu'il la voyait préparer sa lessive et fendre pour le feu de vieilles racines d'arbres qui résistaient à la hache. « C'est mon affaire, répondit-elle. Avez-vous peiné ainsi depuis votre enfance? Regardez, dit-elle en lui montrant ses mains toutes petites, mais durcies, rougies, aux ongles abîmés. Puisque vous êtes si savant, vous pourrez peut-être y lire mon histoire. Vers la Noël, la neige survint, puis un affreux vent froid qui brûlait le visage comme de l'acide sulfurique. La mère Sœur ne se plaignait jamais. Elle endossait son grand manteau, prenait son bonnet fourré et passait le monde par tous les temps. Un soir qu'elle était auprès du feu de tourbe à raccommoder des bas, car elle faisait seule tout son ménage, elle devint un peu plus communicative et parla à l'étudiant de son mari. Il a, par imprudence, tué un matelot de drague, et pour cela, il lui faut faire 3 ans de prison. Ce n'est qu'un homme du peuple, on ne lui fera pas grâce d'un jour. La loi est la même pour les grands et les puissants. Croyez-vous? Dit-elle en regardant fixement le feu. Après quelques instants, elle reprit. N'avez-vous pas entendu parler de Keilik, qui fit démolir une église qui gênait la vue de son château? Lorsque le pasteur Martin le blâma en chair, il le fit mettre au fer, le condamna à mort et le fit exécuter. Ce n'était pas un meurtre involontaire, cela, et cependant, Keilik s'en tira sain et sauf. Il ne fut pas enfermé un seul jour. Mais il y a bien longtemps de cela. Aujourd'hui, la chose ne se passerait pas de même. Faites accroire cela à qui vous voudrez, dit-elle. Puis elle passa dans la chambre voisine soigner son enfant au berceau. Elle revint arranger la couchette pour l'étudiant. Elle la lui avait cédée, car bien qu'il fût né en Norvège, au milieu des glaces, il souffrait du froid plus qu'elle. Le jour du Nouvel An, il faisait une belle jolie. Le soleil luisait. Il y avait beaucoup de neige, mais le froid l'avait durci. Les cloches de la petite ville sonnaient à toute volée. Le jeune Holberg prit son manteau et alla à l'église. Voilà que toute une bande de corneilles vint à passer au-dessus de la maison. Elle poussait des cris aigus qui empêchaient presque d'entendre le son des cloches. La mère Sœur était devant la porte et prenait de la neige dans une bouilloire pour ensuite la faire fondre et avoir de l'eau à boire. Elle regarda longtemps d'un air pensif les oiseaux qui filaient en continuant leurs cris discordants. On aurait dit qu'ils lui rappelaient quelques souvenirs. Après le service religieux, l'étudiant entra chez le receveur des taxes qui aimait à causer avec lui. Pour le réchauffer, on lui fit prendre de la bière chaude au sucre et au gingembre. On vint à parler de la mère Séverine. Personne ne savait grand-chose sur son compte. Elle n'était pas de l'île de Falster. On pensait qu'elle était née dans une autre condition. Son mari, dit le receveur, est un pêcheur. Il est colère et brutal. Dans une dispute, il a tué un matelot d'un coup de poing. Il bat sa femme. Elle ne se plaint jamais et elle prend toujours son parti. Ce n'est pas moi qui supporterai un pareil traitement, dit la dame de la maison. Mais aussi je suis la fille d'un fournisseur de la cour. C'est pourquoi vous avez épousé un employé du roi, dit Holberg, et il prit congé. La veille de la fête des rois, au soir, la mère Sœur alluma, selon sa coutume, une chandelle à 3 mèches. Une pour chacun, dit l'étudiant. Chaque quoi, interrompit-elle, le regardant d'un air farouche. Chacun des rois mages, reprit-il fort étonné. Ah, comme cela, oui, oui. Et elle retomba dans son silence habituel. Cependant, ce soir-là, elle ne devait parler plus qu'elle n'avait fait depuis bien des années. Vous êtes très attaché à votre mari, dit Holberg.
Et cependant, les gens disent qu'ils vous maltraitent. Cela ne regarde personne que moi, répondit-elle vivement. Les coups m'auraient fait du bien quand j'étais enfant. Maintenant, je les reçois en punition de mes péchés. Quant à Serovan, il a le droit de me battre après tout le bien qu'il m'a fait. Il m'a sauvé la vie. Lorsque j'étais étendu sur la dune, malade, ne pouvant plus bouger, et que les corneilles se réjouissaient déjà de me voir mourir afin de dévorer mon corps, il m'emporta dans ses bras sur son navire et souffrit patiemment les injures dont on l'accabla pour avoir amené à bord une bouche inutile. Je ne suis pas faite pour languir longtemps, et je guéris. Chacun a ses façons d'agir, Serowan a les siennes. On ne doit pas juger un cheval la bride. En somme, j'ai vécu plus heureuse avec lui qu'avec celui qu'on appelait le plus galant cavalier du royaume, le sire Dieutemleuve, le demi-frère du roi. Plus heureuse aussi qu'avec le riche, pas le dire. Voilà un long discours, maintenant vous savez qui je suis. Elle se leva et elle a soigné son enfant. C'était Marie Grobe, quelle singulière destinée. Nous savons encore par Holberg qu'elle mourut 5 mois après, en juin 1716. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsqu'elle était étendue morte dans son cercueil, une nuée d'oiseaux noirs vint retournoyer au-dessus de la maison du passeur d'eau. Ils ne criaient pas, comme s'ils avaient su qu'un enterrement allait avoir lieu. Quand elle fut dans la tombe, ils disparurent. Mais le soir même en Jutland, près du vieux manoir des Grobes, on aperçut une immense bande de corneilles et de choucas qui faisaient un ramage d'enfer à ces gosiers. Elle se racontait l'histoire de la demoiselle qui faisait enlever leurs œufs et leurs petits par le fils du paysan dont elle devint la femme. Bravo, bravo, c'était là leur refrain. C'est ce que crièrent encore lorsque le château fut démoli. La famille s'éteignit, et là où se trouvait le vieux château s'élève maintenant, c'est le sacristain qui nous l'apprend, la belle basse-cour que gouverne Marboton. Qu'elle est heureuse d'avoir trouvé cet emploi. Sans cela, elle aurait dû aller au refuge des pauvres. Personne ne la connaissait. Elle n'avait pas de famille. Ici, le sacristain se trouva en défaut, tout savant qu'il était. Elle avait une famille. Seulement, elle ne la connaissait pas elle-même. Mais une des corneilles du voisinage savait à quoi s'en tenir. Sa grand-mère lui avait souvent parlé de la grand-mère de Marboton. Nous la connaissons. Nous l'avons vue enfant passer à cheval sur le pont-levis du château, fière et altière, comme si tous les nids d'oiseaux du monde lui appartenaient. En dernier lieu, nous l'avons rencontrée dans la maison du passeur d'eau. Sa petite fille, la dernière de la race des seigneurs de Grobe, revint poussée par le hasard sur le domaine de ses ancêtres. Si la grand-mère avait été en guerre avec les oiseaux sauvages, Marboton vivait au mieux avec les oiseaux domestiques. Poules et canards la connaissaient et l'aimaient. Elle vécut plus heureuse dans son petit coin que la riche héritière de Sire Grobe. Elle se teignit doucement de vieillesse. Sa tombe est ignorée comme sa vie. Il n'y a plus guère qu'une corneille centenaire qui sache où elle gît. À supposer que la corneille centenaire ne soit pas morte elle-même.